Alors, ouais, nous ici en Belgique, hein, principalement, et en France, ça arrive aussi, on se plaint lorsqu'il pleut. Il pleut pas trop finalement, on dit, hein, il pleut, mais il pleut pas trop. Bon, il pleut, oui, c'est vrai qu'on a 9 mois de grisaille sur 3 mois d'ensoleillement. Bon, en Belgique, hein, c'est comme ça, hein, bon, voilà. Mais disons que quand même, on n'a pas à se plaindre. Parce que moi je dis, je suis actuellement je pense à un pays, l'Iran, tout simplement. Et je suis solidaire avec les Iraniens parce que, alors on dit ça fait 12 mois qu'il n'a pas plu, ça a été dans les grands titres des journaux. En fait c'est faux, ça fait 200 jours qu'il n'a pas plu à Téhéran, capitale de l'Iran. Dans la région de Téhéran, hein, Téhéran et sa région proche. Bon, mais cette sécheresse a différents. Enfin, il y a des questions qui se posent autour de cette sécheresse, qui est la gestion de l'eau et des sols. Premièrement, il y a des sanctions internationales qui touchent l'Iran. Résultat, résultat, l'Iran est obligé d'être autosuffisante de manière agricole. Et là, c'est un bon point de rappel pour tous les Occidentaux qui, d'extrême gauche, ou de gauche ultra, ou de gauche écologique, qui voudraient atteindre l'autosuffisance alimentaire pour leur propre pays. Qu'est-ce qui s'est passé puisque l'Iran devait être autosuffisante en termes agricoles. Il s'est passé que 90% de l'eau des réserves a été utilisée pour l'agriculture. Et que donc ces réserves se sont retrouvées au plus bas niveau cette année, se retrouvaient à leur plus bas niveau depuis 60 ans. Ça faisait 60 ans que ces réserves n'étaient pas arrivées à un aussi bas niveau. À cause de la pratique de l'autosuffisance agricole. De l'autosuffisance agricole. Qui a mangé littéralement 90% de l'eau souterraine, de l'eau de réserve. Aussi bien de l'eau souterraine que de l'eau de réserve, s'entend. Hein, voilà. À tel point que, par exemple, Téhéran, qui avait des réserves d'eau, a transféré ses réserves d'eau vers les régions agricoles et s'est retrouvé forcément affaissé le sol. Hein, en dessous du sol, il y avait les réserves d'eau, mais ces réserves d'eau maintenaient le sol à leur niveau. Il y a un phénomène, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais qui est l'affaissement du sol par la baisse des nappes phréatiques en sous-sol. Et ça, à Téhéran, Ispahan et une troisième ville ou région, le sol s'est affaissé de environ 25 cm. 25 cm. Donc c'est pour dire le nombre de kilomètres cubes d'eau. Tout le sol, tout est pas à quelques endroits, tout le sol. Le niveau, le niveau, le niveau d'altitude s'est affaissé de 25 cm. C'est-à-dire ça représente quelques kilomètres cubes d'eau en moins. Bon, rien qu'à Téhéran, rien que pour Téhéran déjà, Ispahan et d'autres villes aussi. Hein, bon, voilà. Bon, donc il y a cette problématique des sanctions internationales qui joue aussi sur l'aide internationale, mais d'un autre côté, on sait très bien que concernant l'aide internationale, l'Iran ne peut maintenant plus compter que sur lui-même. Pourquoi? Parce que pendant des années, à chaque fois qu'il y avait de l'aide internationale, qu'est-ce que faisait l'Iran? Ils arrêtaient les travailleurs humanitaires en disant ce sont des espions à la solde de l'Occident. Et dernièrement, cette année, il y en a encore eu. Et cette fois-ci, pas des étrangers, mais des Iraniens même, ceux de l'Iran même, des activistes, mais des travailleurs humanitaires, écologistes et environnementaux et autres, justement, dû à la sécheresse, hein, voilà, qui ont été arrêtés parce qu'on a dit ce sont des espions de l'Occident. Ça dégoûte évidemment les ONG étrangères d'aller aider un pays quand on leur dit vous risquez de vous faire arrêter pour espionnage au compte de l'Occident, au compte de pays occidentaux. Voilà, hein, bon. Mais il y a également les sanctions internationales qui jouent, qui empêchent la solidarité internationale. C'est vrai. Mais le problème majeur est le fait qu'à chaque fois qu'on envoie des ONG,
eh ben, ils se font arrêter sous prétexte de espionnage vis-à-vis de l'Iran pour le compte de l'Occident. Qu'il y ait des espions occidentaux dans les ONG qui aident l'Iran, ça ne m'étonnerait pas, mais rien ne dit qu'ils espionnent l'Iran particulièrement. À mon avis, ils espionnent plus les ONG elles-mêmes que l'Iran. C'est en clair. Hein. Bon. Et à ce propos, je remarquerai simplement qu'il y a un qui a été libéré, un Belge qui a été libéré très vite. Et à mon avis, lui, c'était un vrai espion, parce que s'il a été libéré si vite, c'est qu'on avait peur qu'il lâche le morceau. C'est qu'il avait un morceau à lâcher. Quel morceau? Bah, probablement plus qu'il espionnait l'ONG qui aidait l'Iran que de savoir est-ce qu'il espionnait vraiment l'Iran en tant que tel. Au poste où il était, il n'avait pas grand-chose à espionner. Voilà, c'est en clair. Bon, bah oui, quand tu es dans l'humanitaire, le pays étranger, t'as pas grand-chose à espionner, finalement. C'est plus quand tu es dans les universités ou des choses comme ça. Là, oui. Mais quand tu es dans l'humanitaire, tout ce que tu peux espionner, c'est l'ONG humanitaire elle-même. Ses rapports avec l'Iran, le régime iranien, ses rapports avec les dissidents iraniens. Penchent-ils ces ONG ou des membres de ces ONG sont-elles convertibles par l'extrême droite ou par l'extrême gauche occidentale? De quel côté vont-ils balancer? Extrême droite qui aide les réfugiés iraniens, y compris communistes, ou extrême gauche qui est plutôt pro-régime iranien, chez nous en tout cas, pro-régime iranien et antisémite, etc., etc., etc. Donc de quel côté vont-ils basculer? Voilà, c'est ça la question. Bon, c'est une question qui peut intéresser nos gouvernements occidentaux. Alors oui, qu'il y ait des espions dans les ONG qui aident l'Iran, oui, c'est certain, mais qu'il y ait des espions qui espionnent l'Iran, ça m'étonnerait. Je dirais plus que ce sont des espions qui espionnent les ONG elles-mêmes. Voilà. Bon, mais donc face à ce fait-là, ça refroidit un peu les ardeurs des organisations internationales que d'envoyer. Et il faut savoir qu'il y a encore 15 Européens qui n'ont pas été libérés. Et ce qui me fait dire que ces 15 Européens ne sont pas des espions parce qu'ils n'ont aucun morceau à lâcher. Sinon, on les aurait déjà libérés, on les aurait déjà fait libérer depuis longtemps. C'est évident, hein, voilà. Bon, mais l'Iran a choisi de se faire respecter parce que craint, puisqu'il ne pouvait pas se faire respecter parce qu'aimé, il a choisi de se faire respecter parce que craint. Et donc l'Iran pratique l'arrestation systématique de volontaires étrangers qui vont l'aider, les humanitaires, quoi, pour faire de la pression diplomatique, évidemment. C'est évidemment pour faire de la pression diplomatique, mais c'est comme je dis, respecter parce que craint plutôt que respecter parce qu'aimé. C'est un peu ce que commence à faire Israël actuellement. Israël actuellement se dit, puisqu'on ne peut pas être respecté parce qu'aimé, on va autant être respecté parce que craint. Voilà. C'est ce qu'Israël estime. Donc je dis, ce sont deux frères ennemis, mais ce sont deux frères quand même. Ils descendent du même père, Abraham, hein, voilà. Et on a tout compris. Hein. Bon, voilà. Bon, mais donc cette sécheresse m'inquiète particulièrement. 200 jours sans pluie. Et alors une question que je me posais, c'est pourquoi n'a-t-on pas pratiqué l'ensemencement des nuages ou l'ensemencement atmosphérique pour créer de la pluie? Eh bien, on le fait maintenant, mais on le fait au mi-novembre. Depuis mi-novembre seulement. Depuis milieu du mois de novembre seulement, ça se pratique, alors qu'on parle. Donc, ça fait quelques jours. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine qu'on commence à le pratiquer. Une semaine qu'en Iran, on commence à pratiquer l'ensemencement des nuages et de l'atmosphère pour créer de la pluie. Ce n'est effectivement pas une solution à long terme, mais c'est une solution quand même qui aurait dû être appliquée beaucoup plus tôt lorsqu'on a... Parce que quand même, 90% des réserves d'eau, nappes phréatiques et autres, et réserves d'eau autres, bouffées par l'agriculture, on aurait quand même, dès qu'on était arrivé à 50% ou 60%, pu se dire, oulala, il faut les recréer ces réserves. Je sais pas, mais... ou alors on attend que quoi? Que l'Iran se transforme en Arabie Saoudite bis, un désert total. Je ne sais pas. Bon, voilà. Ça, c'est ce que le gouvernement iranien aurait dû faire et n'a pas fait. L'ensemencement Bon, maintenant, il y a des grands projets très chers, très critiqués parce que très chers et très lourds, et écologiquement, et en termes d'écologie, là, on s'entend, ça doit avoir le transfert d'eau, un projet à 288 milliards, et non millions, 288 milliards d'euros, pas de monnaie iranienne, d'euros, ou de dollars, je ne sais plus. Mais enfin, bon, grosso modo, c'est 288 milliards de dollars, disons, allez, hop, c'est moins cher que l'euro, bon, un peu moins,
un peu moins que l'euro, mais quand même, c'est pas de l'argent iranien, là, c'est de l'argent en termes de dollars. Donc ça représente énormément d'argent pour l'Iran. Évidemment, l'Iran frappé par des sanctions, comment va-t-il trouver cet argent? Ça devient très dur. Et c'est un projet de 3700 km de canalisation, de grosse canalisation, pour transférer de l'eau potable ou de l'eau dessalée depuis le golfe Persique ou depuis le golfe d'Oman ou depuis le plateau iranien. Il y a déjà une partie de ce projet qui est le plateau iranien qui est à peu près, enfin qui est partiellement efficient, partiellement mis en service, mais on observe déjà des problèmes écologiques qui se créent à cause de ça. Parce que le transfert d'eau, c'est bien beau, mais du coup, il y a une région qui va manquer d'eau. Celle d'où on transfère l'eau pour l'autre région qui manquait déjà d'eau. Donc les deux régions vont se retrouver au même niveau de manque d'eau. Hein, Oui, vous avez une région sèche et une région humide, et forcément vous faites la moyenne entre les deux, vous obtenez une région mi-sèche, mi-humide. Voilà, bon. Deux régions mi-sèche, mi-humide. C'est pas une solution. Mais enfin, voilà. Mais les sanctions internationales sont effectivement un frein énorme à la résolution du problème de cette sécheresse de cette année. Et je trouve que les sanctions internationales, comme je dis toujours, c'est le peuple qui en souffre les premiers. C'est pas les bourgeois. Les bourgeois d'Iran, ils vont aller à Dubaï, au Qatar, à Oman, ou Oman, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, ils vont aller là où il y a de l'eau. Il n'y a que le peuple de Téhéran qui reste à Téhéran. Ceux qui ont les moyens de partir s'en vont. Voilà. Quitte à revenir plus tard, mais ils s'en vont quand même. Voilà. Les bourgeois de là-bas s'en vont, là où il y a de l'eau. Ou dans le plateau iranien, directement, là où l'eau est directement accessible. Bon, voilà. Tandis que les paumés des villes et des villages et des agriculteurs de l'Iran restent sur place. Et ceux qui souffrent des sanctions en premier. On le sait, on le voit partout. Hein. En Russie, il y a eu des sanctions contre les Russes, c'est la même chose. Hein. On croit que c'est les plus riches qui le payent. Mais en fait, les frères riches en Russie ne voient pas les sanctions. Ils ne vivent pas ces sanctions. C'est les petits bourgeois et les moyens bourgeois qui les payent plus que les hauts bourgeois. Les vrais oligarques ne sentent pas l'odeur des sanctions en Russie. Et c'est la même chose pour l'Iran. L'Iran, la petite bourgeoisie, oui, elle vit des sanctions. La classe moyenne aussi, les classes populaires extrêmement, mais la haute bourgeoisie iranienne, évidemment, ne vit pas, n'a pas le vécu des sanctions. N'a pas le vécu des sanctions, évidemment, que non. Donc c'est malheureux qu'il y ait ces sanctions, et il devrait y avoir au moins, je dirais, une conscientisation internationale, parce que cet exemple iranien, comme je l'ai dit, par rapport à l'agriculture, la volonté d'être au niveau agricole autosuffisant, à amplifier les problèmes liés à cette sécheresse de 200 jours sans pluie à Téhéran. Ça a amplifié le problème. Donc ça peut nous apprendre des choses à nous aussi. Et donc on devrait faire une exception pour ces sanctions, une exception pour tout ce qui concerne l'humanitaire. Mais il faudrait que l'Iran fasse aussi son mea culpa et arrête d'arrêter les bénévoles et les travailleurs humanitaires lorsqu'ils arrivent en Iran sous prétexte que ce sont des espions occidentaux. En fait, ils savent très bien que ce n'est pas le cas, qu'ils espionnent pas l'Iran, qu'ils espionnent peut-être les ONG, mais certainement pas l'Iran. Ils le savent bien, mais ils le font bêtement par volonté de peser diplomatiquement sur les pays occidentaux, européens principalement, et américains aussi, et ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Et surtout par rapport au conflit israélien maintenant actuellement, donc voilà. Voilà. Mais donc ma solidarité avec l'Iran, et ne nous plaignons pas qu'il pleuve en Belgique, ou en France, ou en Europe, nous sommes bénis à ce niveau-là, je dirais, hein, voilà, hein, tout simplement. C'est plutôt les Iraniens qui vont se plaindre que ça fait 200 jours qu'il n'a pas plu à Téhéran, voilà.